Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à la table ronde intitulée, je crois bien, Entre art et science, le nuage, les nuages. Je vais, c'est pas très poli, mais je vais peut-être commencer par me présenter. Je suis Anouchka Vazak, je suis littéraire. Ça y est, je voulais vous le dire absolument, parce que je ne suis pas historienne de l'art. Je travaille sur la météorologie depuis longtemps. Bon, j'ai fait une thèse là-dessus. Mais là, ce qui nous occupe surtout, c'est la question des nuages. Et là, ça fait longtemps que je travaille dessus. Et en particulier, j'ai fait la traduction de l'essai de Luke Howard, On the Modifications of Clouds, paru en 1803. Donc c'est un livre que j'ai là d'ailleurs, et c'est en fait cet objet nuage entre art et science qui m'intéresse et qui nous rassemble aujourd'hui. Voilà. Je voulais quand même vous dire, avant de laisser à Luce Lebar et Marceline Delbecq le soin de se présenter, que j'allais évoquer votre nom, Arnaud Gonzague, qui va animer la table ronde. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous, Arnaud Gonzague. En général, on est à l'heure, mais là, c'est vrai que c'est très grand ici. Et nous avons sous-estimé la taille de cet endroit. Je vous laisse vous présenter, allez-y. Bonjour, merci. Donc moi, je m'appelle Luce Lebar et je suis historienne de la photographie et commissaire d'exposition. Et je m'intéresse beaucoup aux nuages depuis plusieurs années. J'ai travaillé dans différents fonds photos qui conserve des images de nuages et publié d'abord dans des revues scientifiques, comme la revue de la météorologie, et puis petit à petit dans des revues d'histoire de la photo. Et j'ai fait une grosse exposition qui va aller à Londres prochainement, mais qui était à Vancouver, qui s'appelait Cloud Album, avec Archive of Modern Conflict, qui est une grande collection privée canadienne-américaine, qui regorge aussi de choses sur les nuages. Donc moi, mes sujets, c'est la photographie, la météorologie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marceline Delbecq. Je suis artiste et écrivaine. J'ai été pendant de nombreuses années enseignante à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas une spécialiste de nuages, mais j'ai écrit ce texte, Un cercle de nuages planants, il y a quelques années à l'occasion d'un symposium autour de l'eau. Et disons que ma spécialité en tant qu'écrivaine, c'est d'écrire à partir de sources cinématographiques ou photographiques. Et là, vous le comprendrez, il sera question de nuages à travers leur représentation. Merci de vous être présenté. Vous avez commencé le travail, c'est super. Donc, je me représente rapidement. Je suis Arnaud Gonzague, donc rédacteur en chef adjoint de l'Obs. L'Obs qui est le partenaire cette année de ce très beau festival. Très heureux d'être ici, dans ce très bel et très grand endroit. Et je vous remercie. Voilà, du coup, j'ai le temps. On se présente, on se croise en même temps que tout le monde. Et c'est d'abord Anouchka qui va parler. Oui, c'est ça, Anouchka, qui va donc parler au début. Je ne sais pas si le processus a été un petit peu expliqué. On parlera dans un premier temps de la partie littéraire, scientifique, plutôt avec Anouchka. Alors, il y aura des représentations, mais qui sont des représentations plutôt picturales, dessinées, peintes, à caractère, pas exclusivement, mais presque exclusivement scientifique. Ensuite, avec Luce, nous parlerons de la partie plus photographique, donc qui est évidemment influencé par la première partie. Et à la fin, Marceline donc, nous fera cette lecture. Voilà, merci Marceline. Je vais vous passer le micro peut-être à Anouchka. Merci beaucoup. Vous voulez que je commence à présenter En fait, il faudrait 2 micros. Oui. Oui. Oui, il y en a 2. Parce qu'une interview avec un seul micro, c'est plus compliqué. Est-ce que je reste... Oui. Pardon ? Je ne sais pas si je dois être... Oui. En effet. Donc a fortiori, alors, si c'est enregistré.
Oui, donc on va parler donc de ce qu'on appelle l'invention des nuages. Est-ce que vous avez défini ce que c'est que l'invention des nuages? Alors, le titre n'est pas de moi, c'est de Richard Hamblin, qui a écrit un livre qui est paru, je crois, en 2005, qui a été traduit en français un peu après. En fait, c'est un livre qui est centré sur ce personnage de Luke Howard. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est donc celui qui a inventé la classification des nuages, celle qu'on emploie encore aujourd'hui, même si elle a été modifiée, spécifiée. En 1803, en fait, d'abord c'était une conférence en 1802, et puis ça a été publié en 1803. Il y a eu plusieurs éditions au cours du 19e siècle. Donc il faut préciser que c'est une classification scientifique. C'est un scientifique, Absolument, Luke Howard, oui. c'est pas un artiste. Oui, oui. Voilà, donc c'est une classification scientifique qui est même complètement sur le modèle du grand naturaliste Linné, le naturaliste du XVIIIe siècle, qui a fait des classifications en botanique et pas simplement. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles il utilise le latin pour sa classification. Et vous connaissez évidemment ces noms, c'est les Cirrus, Stratus, Cumulus. Tout ça, ça vient de Luke Howard. Mais voilà un cas d'invention où l'inventeur tend à disparaître derrière son invention. Son nom tend à disparaître derrière les noms des nuages. Parce que c'était aussi quelqu'un d'un peu spécial. C'est pas le grand scientifique arrogant, etc. C'était plutôt quelqu'un d'un petit peu marginal dans le monde de la science, c'est ça? Alors, Luke Howard, c'est un Britannique de Londres. Je crois qu'il n'est pas né à Londres, mais il a vécu principalement à Londres. C'est un Quaker. On dit pharmacien, en fait, on dit plutôt en anglais chemist. Enfin, disons en anglais, on dit peut-être pharmacien, mais en tout cas, c'est chemiste, l'idée qu'il travaille sur la chimie, il a un laboratoire, etc. Et il vit un petit peu, effectivement, en marge des grands cercles scientifiques, même s'il a été après à la Royal Society. Mais voilà, c'est quelqu'un qui connaît la science qui lui est contemporaine, la science du continent, mais qui ne semble pas rencontrer beaucoup les scientifiques de son temps. Et c'est un grand observateur de nuages. C'est un personnage par ailleurs un peu rêveur. D'ailleurs, peut-être que vous avez lu, vous vous souvenez du livre de Stéphane Hautgui qui s'appelle La théorie des nuages, qui met en scène ce personnage de Luke Howard. Voilà, donc c'est effectivement un personnage un peu spécial. Donc c'est lui qui invente le mot cumulus, cirrus, stratus, qui sont encore des mots qu'on emploie. Je voulais surtout vous montrer ces planches, si vous êtes d'accord. Alors c'est une des planches qui est dans l'essai sur On the Modifications of Clouds. Vous avez ici à gauche les formes simples. Vous reconnaissez peut-être le cirrus, le cumulus et le stratus, de haut en bas à gauche. Ensuite, sur la droite, vous avez les formes intermédiaires et composées. Alors là, je crois que c'est cirrocumulus, cirrostratus. Bon, maintenant, j'ai oublié comme par hasard les noms. Mais le dernier, oui. Non, alors cumulonimbus n'est pas du tout dans la terminologie de Howard. Alors, en bas, c'est le cumulonimbus, c'est la grande planche qui est presque déjà une petite scène atmosphérique, comme il va y en avoir dans les éditions suivantes de son essai. Là, c'est le nimbus qui est en fait la concentration des trois formes simples, cirro, cumulo, stratus. Il dit well, c'est-à-dire ou en latin, nimbus, le nuage de pluie. Voilà, donc il emploie ces mots latins et il essaye c'est une gageure, bien sûr, que d'essayer d'identifier des formes. Autant on peut nommer les plantes, ça paraît plus évident, autant les nuages, ces formes évanescentes, d'ailleurs il les appelle airy nothings, des riens aériens. C'est une citation il emploie une expression qui vient de Shakespeare, mais je veux dire, c'est vraiment son point de vue, c'est des airy nothings, et c'est une gageure que d'essayer d'identifier des formes, surtout quand c'est des formes, comme il dit, intermédiaires ou composées, comme sont pratiquement toujours les nuages.
Je vais peut-être vous montrer, ça c'est une autre planche des mêmes formes Donc il faut intermédiaires bien préciser que ça, ce recomposées. sont des œuvres à caractère scientifique. Ah, tout à fait. C'est pas Oui, du oui, tout oui. pensé pour être esthétique à l'époque. Oui, oui. Et c'est lui qui les réalise, ça? C'est de sa main? Alors, ou... il fait les dessins des nuages, mais il ne fait pas quand il y a des paysages, c'est pas lui qui les fait. Et elles ont été gravées par quelqu'un d'autre. Alors, ça dépend des éditions. Là, je crois qu'il s'appelle Sylvanus Bevan. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, ah ben non, ça c'est Goethe, parce que je ne sais pas, là j'anticipe un peu, mais Non, vous avez raison, parce qu'il a inspiré, pour le coup, un grand artiste, mais aussi très aficionado des sciences, comme c'était souvent à l'époque, qui est Goethe, effectivement. en fait, Goethe a été fasciné par l'invention des nuages, pour reprendre l'expression de Richard Amblin, donc de Luke Howard. Et donc, il a cherché à entrer en contact avec Goethe, a cherché à entrer en contact avec Luke Howard. Et cette rencontre n'a jamais eu lieu physiquement, mais ils ont échangé et Luke Howard a écrit une lettre autobiographique qu'il a adressée à Goethe. Et Goethe a peint ou dessiné des nuages avant et après avoir pris connaissance de la classification de Howard. Et là, sur le côté gauche, c'est des dessins qui sont antérieurs à la classification. Vous ne voyez pas du tout les légendes, mais c'est assez merveilleux, puisque Goethe indique les circonstances atmosphériques, météorologiques. Et sur la droite, là, vous avez, c'est très, très, comment dire, estompé comme dessin, vous avez un cirrocumulus dessiné par Goethe, donc d'après, bien sûr, la terminologie de Howard. Je pensais vous montrer aussi, mais je ne veux pas vous empêcher de me poser des questions. En fait, les planches qui ont suivi dans les éditions ultérieures, et notamment cette édition qui est la dernière du 19e siècle, qui est en fait posthume, je crois que c'est 1865, et de mémoire, Luke Howard, il est mort en 1864. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus, non pas, comment dire, enfin, je voudrais insister sur le caractère davantage paysager de cette esthétique. Donc on est moins dans une représentation, si vraiment il faut conserver cette division, c'est moins scientifique, c'est peut-être plus esthétique, mais c'est quand même toujours la classification de Howard. Là, ce que vous avez, c'est a thunderstorm, un nuage d'orage. Alors là, ça ne sort pas très bien. Normalement, vous deviez voir toute la légende, mais ça ne marche pas. Vous avez des commentaires de Luke Howard au-dessus. Et là, c'est la même planche, mais avec ce commentaire de Luke Howard. Vous avez ici un stratus. Donc, ce n'est pas lui qui a fait le paysage lui-même. Là, un cumulus et cirrocumulus. Il faut savoir qu'à l'époque, on mettait les mots latins au pluriel. Enfin, je veux dire, Luke Howard dit souvent cumuli, cirrocumuli quand il les met au pluriel. Donc là, il insiste sur le caractère singulier malgré tout. Et puis un cumulostratus. Voilà, je ne sais pas si j'en ai d'autres, mais je vais vous si vous voulez. Si voilà, le nimbus rain cloud. Je peux aussi dire un petit mot d'un personnage important qui est un disciple de Luke Howard, Thomas Forster, qui s'est inspiré, enfin plutôt, a entrepris une classification des nuages d'après Howard, mais son idée à Thomas Forster, c'était d'employer une terminologie non pas en latin, mais en anglais, parce qu'il y avait un côté un petit peu patriotique dans son approche. Et Thomas Forster, il a écrit un essai, c'est vraiment là aussi scientifique, Researches about Atmospheric Phenomena, qui est paru en 1812 ou 1813. Et je voulais vous montrer ça parce que c'est vraiment là des dessins qui sont vraiment entre art et science. Vous avez une autre planche là de ces dessins de Thomas Forster, ou ces aquarelles, qui sont presque oniriques. On a l'impression de quitter le domaine scientifique, mais c'est pas du tout. Je veux dire, Thomas Forster se considère comme un scientifique
même si je ne sais pas s'il dit « je suis un scientifique », mais vous voyez, d'après le titre de son essai, « Research is about atmospheric phenomena », c'est vraiment un propos qui se veut scientifique, c'est sûr. Je ne sais pas si vous... Le John Constable, peut-être. Voilà, justement. Passer sur un vrai artiste, entre guillemets, un artiste revendiqué, un peintre du 19e siècle. Tout dépend en fait de notre regard aussi. Hein. Je veux dire, on dit un vrai artiste, bien sûr, Constable il est reconnu comme tel, mais on peut porter un regard esthétique, bien entendu, sur les planches de Luke Howard ou sur celles de Thomas Forster. Rien ne nous en empêche. L'idée, c'est ça aussi. Hein. C'est quand on dit entre art et science, c'est l'idée que c'est aussi notre regard qui va déterminer le point de vue esthétique ou scientifique. Moi, j'avoue que quand j'ai vu les planches de Luke Howard, j'ai été complètement séduite par leur beauté, en fait. Hein. Mais je reviens à Thomas Forster parce que c'est par Thomas Forster et non pas directement par Luke Howard que John Constable a eu connaissance de la classification de Howard. Et alors, ce sont des études de nuages, mais là, peut-être que Luce aura des choses à dire là-dessus, des cloud studies, qui étaient plus ou moins censées être vraiment des études et utilisées pour certains grands tableaux, et ça a été le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que Constable connaissait vraiment la classification de Howard, donc par Thomas Forster, même si je vous ai dit que Forster a voulu anglifier, je ne sais pas si on dit ça, les noms des nuages, c'est quand même les noms latins que Constable utilise, puisqu'au verso de ces Cloud Studies, il indique non seulement les circonstances météorologiques du jour et même du moment, puisque vous voyez, le même jour, il y a deux conditions les conditions météorologiques ont changé, mais il donne aussi le nom des nuages d'après la terminologie de Howard. Voilà, donc en fait, c'est essentiellement dans les années 1822 que Constable fait des études de nuages. Il pratique ce qu'il appelle le skying, une espèce de prise de ciel. Il y a un très joli livre de Jacques Roubaud sur Constable que je vous recommande, dont le titre là m'échappe tout d'un coup. Mais voilà, un livre du poète Jacques Roubaud sur Constable et justement sur cette pratique du skying et quelle incidence ça a sur notre regard aussi. Et je voulais vous montrer aussi là d'après la terminologie donc c'est très très connu ça, hein, cette étude de nuages Cirrus Cloud. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être dire un mot, à défaut de montrer des images, mais de Lamarck, parce qu'il y a eu aussi une classification des nuages d'un Français pré-darwinien, on pourrait dire, quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à l'évolution, qui a anticipé quelque chose qui ressemblait à l'évolution, mais avant Darwin, mais qui a aussi eu cette ambition de classer les nuages, avec des mots, pour le coup, très français et très rigolos. Oui, oui. Alors en fait, Lamarck, c'est aussi un naturaliste, hein, comme Linné. Il est nourri aussi des classifications de Linné. Et donc il entreprend, c'est pas une partie très connue de l'œuvre de Lamarck, qu'on connaît plutôt pour sa philosophie zoologique, classification des animaux sans vertèbres, etc. Mais Lamarck s'intéressait beaucoup à la météorologie. Il avait d'ailleurs imaginé une grande science qui rassemblerait l'hydrologie, la géologie, la météorologie, mais il a inventé une classification des nuages, et moi je prétends qu'elle est un tout petit peu antérieure à celle de Luke Howard, puisque c'est aussi 1802, sauf que la conférence de Howard, c'est décembre 1802, donc je prétends que Lamarck, c'est un peu antérieur. Cordeau, les Français ont voilà. Mais elle est encore elle est pas du tout connue, je veux dire. Et quand je dis la classification de Lamarck, c'est faux parce que c'est des classifications et c'est justement le problème. J'ai pas là une planche, de toute façon il n'y a pas du tout de dessin hein, chez Lamarck, mais dans ce livre en annexe, il y a les classifications de Lamarck, il y en a au moins 3, entre 1802 et 1813, je dirais. C'est vraiment des années où on s'intéresse spécialement aux nuages. Mais les noms des nuages de Lamarck, en français, sont
impraticable, enfin c'est impossible de conserver ça. C'était nuages demi-terminés, à moitié corrodés, tonnerre, diablotin, mais il essaye de faire des distinctions extrêmement subtiles. Hein. Quand je vous dis demi-terminé, vous pouvez aussi avoir à moitié terminé, corrodé, enfin ça ne peut pas nous évoquer quoi que ce soit, mais c'est une tentative extrêmement intéressante. Et mon hypothèse, c'est que ça ne fonctionne plus vraiment, ce système de classification, et que Lamarck, comme vous l'avez dit, qui est pré-darwinien, même s'il ne faut peut-être pas avoir une lecture... On réécrit l'histoire, voilà, quand on dit pré-darwinien, évidemment. Mais par définition, il ne savait pas qu'il était pré-darwinien. Exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que Lamarck a l'intuition que le système des classifications ne fonctionne plus. Et il est ce qu'on appelait plutôt à l'époque, même si on l'entend, c'est un autre sens qu'on donne à ce mot aujourd'hui, transformiste, hein, c'est-à-dire qu'il a vraiment l'intuition de l'évolution. Et mon hypothèse, je n'ai pas de preuve, c'est qu'il est traversé dès ces années-là, 1802, par cette intuition de l'évolution qui suppose que les classifications rigides, fixistes à la Linné, malgré leur beauté et leur efficacité quand même, hein, eh bien, ne peuvent plus tenir. Et l'objet nuage est un de ces objets qui pose problème à la classification. Et dans cette même période, on fait aussi des classifications de maladies mentales. Là, c'est plutôt Philippe Pinel à la Salpêtrière. Et là aussi, même si je sais que les classifications de maladies mentales existent encore aujourd'hui, c'est le même problème auquel se heurte Pinel, ces classifications qui commencent à ne plus fonctionner, qui sont trop spécifiées, trop précises pour être tenables. Voilà, c'est un peu une mise en question du système de Linné tel qu'il fonctionnait parfaitement au XVIIIe siècle, même s'il a en effet encore son efficacité. Merci Anouchka, merci beaucoup. On va passer maintenant la parole à Luce. Donc Luce Lebar, historienne de la photographie, et on va voir plutôt la partie donc photographique maintenant qui succède presque naturellement à la partie peinte ou dessinée qu'on a vue précédemment. Voilà. Donc ça c'est un constable en l'occurrence, donc c'est une peinture. Voilà, donc je voulais, juste pour rebondir sur ce que disait Anouchka, peut-être insister sur un petit moment qui est exactement entre 1821 et 1822 dans l'histoire de Constable. Puisque c'est à partir de 1822, il est à Hampstead Heath, et c'est à partir de 1822 qu'il commence à ne peindre que les nuages, c'est-à-dire qu'il change un peu son point de vue et il va petit à petit, donc, à ce moment-là, évacuer toute trace du paysage au sol et avoir un point de vue qui a plus tard été qualifié de pré-photographique. C'est comme s'il se met un peu en plongée. Et voilà. Et donc, peut-être là où tu t'es arrêtée, Anouchka, qu'est-ce qui se passe après on est dans les années 20 à peu près. Que devient cette classification? Eh bien, quand on regarde, par exemple, dans les relevés de l'Observatoire de Paris, météorologique, on s'aperçoit dans les années par exemple 1850 que les termes de Ward sont peu utilisés, ou alors ils sont utilisés un peu à toutes les sauces et de façon assez indéterminée. Donc la classification de Ward, elle se gauchit en fait un peu, on peut dire, avec les années, et c'est ainsi qu'en 1873, quand est créé le premier comité international de météorologie, la question des nuages et de leur nom est mise sur la table en premier lieu,
Et un appel est lancé à tous les observateurs du monde entier, enfin, qui participent à ce colloque et les autres, à réunir le plus possible d'images de nuages pour essayer de s'entendre sur les mots. Pourquoi ? Pour faire une nomenclature internationale, une classification internationale, parce que, comme le disait Anouchka, la plupart des sciences, elles commencent par une classification, une taxinomie. Il faut savoir connaître mieux les objets dont on s'occupe. Donc voilà. Et c'est dans ce contexte que la photographie va intervenir. Donc après 1873. Et donc l'idée, c'est de penser l'image avant les mots, s'entendre sur les mots à partir des images. Et je voulais juste faire un tout petit retour en arrière pour évoquer cette crucifixion de Jan van Eyck, qui a été étudiée il y a une vingtaine d'années par un météorologiste, historien de l'art, on peut dire, qui s'est amusé donc à lire dans les peintures le temps qu'il fait. Et il a remarqué que il s'appelle Stanley David Getzelman, il a remarqué que dans cette crucifixion, il y avait les principaux types de nuages représentés, donc en 1435, alors même que ceux-ci n'avaient pas de nom. Donc c'est quelque chose qui est quand même sidérant de se dire que, en fait, un peintre, il peut avoir une telle puissance d'observation qu'il peut représenter des choses qui ne sont pas distinguées par des mots. Voilà. Donc l'entreprise météorologique de s'entendre sur les mots, elle commence en fait pas bien du tout. Pourquoi ? Parce qu'en photographie, les nuages sont très difficiles à capter. Donc il y a un problème technique qui fait qu'au XIXe siècle, toute la photographie de ciel, tous les ciels sont la plupart blancs. Ou alors... Parce qu'en fait, il bouge trop vite, c'est ça les nuages. Exactement. La photo n'arrive pas à fixer, pourtant ça ne va pas très vite un nuage, mais la photo de l'époque n'arrive pas à fixer. Voilà, la photo n'est pas instantanée et les émulsions ne sont pas très sensibles à toutes les longueurs d'onde. Et le bleu et le blanc se mélangent. Et voilà. Et puis la forte luminosité du ciel brûle les négatifs. Et du coup, les photographes, ils ont recours à cette technique, ils peignent en noir les négatifs. Donc vous voyez que ça devient une pratique courante, les ciels sont blancs, et voilà un exemple qui vous montre... Donc le blanc soit très uni, c'est ça, que ça fasse un voilà, blanc vraiment un peu lumineux. Que ce lumineux, soit pas, quoi. entre guillemets, sale, parce que les peintres excellaient tellement à les représenter que c'était mal perçu. Là, un exemple qui vous montre comment une foule apparaît comme un nuage à l'époque, puisque les procédés sont pas instantanés, et donc la photographie peut pas enregistrer de façon nette les mouvements, les déplacements, etc. Donc voilà l'iconographie. Ce qui est intéressant, c'est que ces ciels sans nuages, eh bien, ils vont marquer l'esthétique documentaire de la photographie. Et là, je vous ai mis une photo des Bécher qui, eux, déjà, comme beaucoup encore de photographes, là, au Festival d'Arles cette année, il y a une expo qui s'appelle Soleil gris. C'est Nelly Monnier et Rick Tabouki qui, comme les Bécher, ne photographient que quand le ciel est gris, évacuent toute forme de nuage. Donc l'idée, c'est que quand les ciels apparaissent au 19e, eh bien, ils sont peints, ils sont trafiqués, ils sont factices, comme ici, dans cette peinture photo. C'est un négatif qui est peint au dos. Hippolyte Bayard, qui a, je crois, suscité justement la première controverse photographique, on pourrait dire, au milieu du 19e siècle, c'est ça ? Voilà, en fait, oui, on a trace de débats dès 1851 dans la première revue photo en France qui s'appelle La Lumière, où des critiques parlent de son travail, parlent du fait qu'il invente des ciels, des façons de faire les nuages qui sont astucieuses, et en même temps, d'autres réagissent en soulignant le fait que c'est des ciels postiches, artificiels, aucun souci d'attention au temps qu'il fait. Donc voilà, des débats se créent, c'est un petit peu le début de la critique photo. Donc le nuage participe. On est dans la fake news déjà, quoi. Voilà. On n'est pas encore dans l'intelligence artificielle, mais quasiment. C'est les mêmes, on est toujours dans les mêmes débats en tout cas. Voilà, donc un ciel qui avait été peint et qui est tiré, voilà. Ça, c'est les premières photos de Bayard où vous voyez que le ciel, c'est des taches, en fait, des taches de chimie. Ce qui est drôle, c'est qu'on dirait presque des dessins. On a du mal à distinguer ce qui relève de la photo, ce qui relève du dessin, selon les... Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit même si la proximité que les photographes avaient au ciel. Pourquoi ? Parce qu'il fallait, par exemple, pour Bayard, il fallait monter sur le toit de son atelier pour avoir le plus possible de lumière, pour être le plus proche possible du soleil, pour pouvoir exposer ces images au soleil. Donc, voilà.
quelques exemples de ciels postiches qui sont peints, dessinés, découpés. Vous voyez, ça c'est des travaux récents qui permettent dans les archives de retrouver, de comprendre en fait comment les images étaient faites. Les mêmes cieux qui sont utilisés pour des premiers plans différents d'images. Ici, des ciels différents pour un même plan d'image. Dans les années 50, des ciels absurdes où il n'y a aucune connexion entre la mer et le paysage. Et puis enfin, cette image qui a créé... Ça, ce sont des travaux à caractère esthétique, hein, on est d'accord. Tout ça, ça n'a pas de vocation scientifique a priori. Oui, surtout celui-là, puisque c'est Gustave Le Gray, puisque lui, il était peintre de formation et que c'est une image qui a été pas prise pour une photo. La critique de l'époque a pensé que c'était une estampe parce que c'était pas possible d'avoir en même temps la vague et les nuages. Et il a utilisé cette technique soulignée par Bayard de ciel rapporté. C'est-à-dire qu'il faisait 2 prises de vue, une pour le ciel, une pour la photographie. Et donc toutes ces techniques de fabrique d'images, c'était déjà utilisé en photographie dans plein de domaines. C'est pas que autour du ciel en fait qu'on fabrique les images. Bon, l'idée c'est que le souci météorologique, il est absent des photographies au 19e. De la plupart des photographies. Là où on va le rencontrer, ça va être chez les météorologistes, dans les pratiques photographiques des météorologistes. Donc dans des pratiques qui sont pas à visée scientifique, artistique, pardon. À visée scientifique, voilà. Donc, justement. Et c'est dans ce contexte que Hildebrandsson va en 1879 publier la première classification des nuages illustrée de photographie. Et lui, il a commencé en 1873 suite à l'appel du Congrès de Vienne. Et il appelle à nouveau les météorologistes à faire de même, chacun depuis chez eux. Lui, il est à Uppsala en Suède, là où était Linné. Évidemment, c'est compliqué parce que les procédés ne sont pas instantanés. Et je voulais aussi évoquer un météorologiste belge dans ce contexte, puisque c'est la Belgique est le pays invité. Et juste évoquer le fait que j'ai commencé mes recherches très tôt, mais à l'Observatoire Royal de Bruxelles, où il y a un institut météorologique, en fait, où on m'avait ouvert toutes les archives, c'est extraordinaire. Et j'étais tombée sur des images de Jean Vincent, qui a été le premier directeur de l'Institut Royal Météorologique. Il n'est pas resté très longtemps. C'est quelqu'un de totalement inconnu, on est d'accord. Hein, c'est vous qui l'avez, entre guillemets, exhumé un peu. Hein, oui, il est connu en Belgique et à l'Observatoire de Bruxelles, et parmi, je pense, les historiens de la météorologie, en particulier en Belgique. Mais nous, ce qu'on a découvert, c'est qu'il était photographe. Et moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans toute cette histoire, c'est que nombre des météorologistes, donc qui se sont mis à pratiquer la photographie, l'ont fait de façon obsessionnelle en matière de nuages et se sont mis à photographier les nuages, souvent au point de devenir eux-mêmes photographes. Parce que tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qui est artistique ou pas, etc. Et donc voilà. Et Jean Vincent a notamment fabriqué un album dans lequel il a collecté sur plus de 30 ans des photographies nuages réalisées par des collègues à lui dans l'ensemble, dans le monde entier. Et pourquoi ? Parce qu'il a envisagé de réviser la classification internationale. Il a inventé une classification des nuages observés au-dessus en Belgique. Qui est pas très différente en fait de la classification, avec des petites variations. Voilà. Bon, il y a toute une histoire de la classification des nuages. Je pense que j'ai pas le temps de raconter ça du tout. Mais elle ne cesse d'évoluer au cours du 19e siècle jusqu'à se fixer à peu près dans les années 20 du 20e siècle. Pour le Exactement. Coup. Mais juste peut-être ce qui est intéressant, puisqu'on parle de représentation, c'est la question de l'hésitation entre les typologies d'images qu'on peut utiliser pour caractériser des nuages. Et quand on regarde l'histoire des classifications et des atlas internationaux des nuages, on voit que
un petit peu comme en botanique, des fois on abandonne la photographie et on se met à faire que des dessins. Parfois on utilise la peinture et du dessin. Parfois, dans le premier atlas international des nuages de 1896, on schématise les photographies pour les simplifier, pour faire apparaître les types, pour faire apparaître des types caractéristiques. Et il y a toute une iconographie comme ça qui est produite en marge de pratiques donc artistiques, mais avec des qualités esthétiques très impressionnantes, notamment parce que la couleur manque. Alors ça, c'est un ouvrage qui s'appelle Les systèmes nuageux, dans lequel on transforme les images, le noir en bleu pour restituer. Pourquoi ? Parce que dans le noir et blanc, paraît-il, c'est difficile de distinguer entre ce qui est du ciel et ce qui est du nuage. Alors qu'avec le bleu, c'est plus facile. Les classifications, voilà aussi, on propose de schématiser les images, mais pas en produisant un schéma de la photographie, et donc ça donne des choses complètement abstraites et surréalistes. Voilà. Et peut-être, je voulais en venir peut-être à Alfred Stieglitz, qui est très connu des historiens de la photographie et de l'art, je suppose, qui, dans les années 20, s'est mis à photographier les nuages pendant plus de 20 ans et a produit donc une série qui a eu plusieurs noms, Songs of the Sky, mais aussi les équivalents. C'est des petits tirages comme ça, très beaux, de nuages, uniquement de nuages. Alors c'est amusant parce qu'on est en 2023, ça c'était dans 2022, 23, enfin c'est ces années-là, et Constable c'était encore dans les années 20, donc on est à 200 ans, 100 ans, et aujourd'hui... Saute plus de 100 ans, d'un siècle voilà. à chaque fois. Voilà, et donc, à la même époque, quand Stieglitz photographie ça, il se passe plein de choses dans le domaine météorologique et que lui doit connaître aussi, puisqu'il était proche de Steichen, qui était un photographe qui s'occupait qui travaillait dans l'armée, mais qui s'occupait pendant la guerre des services photographiques aériens, donc qui connaissait les classifications de nuages aériennes. Et il y a notamment ce qui s'est appelé la Semaine internationale des nuages, où des appels ont été lancés dans toutes les revues, à la fois de photos, mais aussi les magazines, les journaux, pour inciter les gens à photographier les nuages tous en même temps pendant une semaine, pour essayer de reconstituer ce dont rêvait tout le monde, c'est d'essayer de comprendre. En fait, c'est la vision satellitaire qui manquait, c'était de comprendre comment se déplace toute une masse nuageuse. Donc, ils ont fait cette espèce de projet de maillage international, de réseau international photographique. Ils ont collecté plein d'images et ensuite reconstitué avec aussi éditorialement, pour les gens qui s'intéressent au livre, à l'édition, au graphisme, avec des propositions très intéressantes, puisque pas des formes tableaux qui incitent à comparer les images, mais des images, là vous voyez, les images rentrent les unes dans les autres, beaucoup plus synthétiques en fait, c'est l'idée d'un regard synthétique. Et par rapport à Stieglitz, ce qui est assez amusant, on a travaillé avec un météorologiste de Météo France qui nous a aidé à identifier dans des peintures et dans des photographies, depuis l'origine de la photo, les nuages. Et de porter un regard, on lui a demandé de porter un regard sur le climat dans les photographies. Et dans les peintures, évidemment, c'est pour lui, enfin pas évidemment, mais pour lui c'était très facile, qu'il s'agisse d'enluminure, qu'il s'agisse de peintures anciennes, de Piero della Francesca, de crucifixion, Corrège, Friedrich, Van Gogh. À chaque fois, il arrivait à identifier les nuages et à même à dire quel temps il allait faire. Mais quand il en est arrivé à la photographie avec Bayard et ses ciels peints, il a réussi aussi à identifier les ciels. Mais quand il est arrivé à Stieglitz et à bien d'autres avant lui, il n'arrivait plus du tout à identifier les nuages. Et c'est intéressant parce qu'on a plutôt l'idée que la photographie est objective, qu'elle a pu aider à mieux représenter le ciel, mais en fait, pas du tout. Elle s'est brouillée souvent. Et c'est comme ça qu'il a découvert que la plupart des nuages de Stieglitz sont en fait des nuages trafiqués, c'est pas un joli mot, mais des nuages fabriqués, des nuages construits. Très souvent, soit il photographie la nuit, soit il utilise un négatif en positif.
Et par exemple, là, on peut croire que c'est la nuit, mais lui, il disait ça n'est pas un nuage, c'est pas un nuage. C'est pas possible, c'est Stiglitz, c'est un nuage. Et en fait, non, c'est pas un nuage. Il a trouvé que c'était en fait un négatif de nuage. Voilà. Et donc. C'est là qu'on voit que la photographie n'est pas plus. Et en fait, il invente pratiquement la photographie abstraite. On pourrait presque dire ça. Stiglitz. Oui. Oui. Et ce qui est je ne sais pas si ça vous touche, mais moi je trouve ça extrêmement touchant de se dire que bon, on est dans les années 20, Stiglitz fait cette série, mais plus de 40 ans plus tôt, des hommes, c'est surtout des hommes, les météorologistes, eh bien, ont eu la même démarche, pas du tout dans le même objectif, mais ont eu la même démarche de photographier inlassablement le ciel et ont des productions qui finalement esthétiquement, enfin, je dis pas que c'est semblable, il n'y avait pas du tout l'intention esthétique, mais voilà, il y a vraiment une pratique de la photo de nuages qui continue aujourd'hui sur Instagram et on le voit sur Instagram avec le goût obsessionnel pour photographier le ciel et les nuages. Merci Luce, Ouais. merci beaucoup. Et je passe à présent la parole à vous, Marceline. Comment s'appelle votre lecture ? Un cercle de nuages planants. Redites-le dans le micro, pour ceux qui nous verront filmer. Un cercle de nuages planants. Alors, je vais vous lire ce texte et ce sera à la fois, je pense, comme une sorte d'interlude. Donc, n'hésitez pas à vous endormir. C'est aussi la post-déjeuner. Voilà, installez-vous tranquillement. Et c'est toujours intéressant d'avoir Luce et Anouchka dans le sillage de ce texte parce que vous allez voir que ça reprend beaucoup de choses d'une toute autre manière. Un jour sans date, ou dont la date n'a en tout cas pas été reportée dans un carnet, qui aurait dû lui-même être brûlé, et ses cendres, en s'élevant dans les airs pour mieux se disséminer, seraient devenues tôt ou tard une infime portion de nuages, Franz Kafka écrivit « Un cercle de nuages planant ». C'est tout. Une phrase sur la page, une seule phrase, et celle-ci, un cercle de nuages planant. Et quand on la lit, est-il possible de nous représenter exactement ce que Kafka voyait en notant ces mots ? Comment savoir à quel endroit il se trouvait ? A-t-il regardé ce cercle de nuages à travers une fenêtre ou au grand air, installé à Merano sur une chaise longue, formulant intérieurement une réponse à la dernière lettre de Milena, tandis qu'au sol, un scarabée s'était retourné. Pourquoi, de toutes les choses qui se produisirent autour de lui à ce moment-là, si infimes soient-elles, a-t-il choisi de ne décrire ou de tout simplement nommer uniquement ce cercle de nuages planant quelque part autour de lui ? J'ai sur mon bureau, depuis qu'elle m'a été envoyée du Japon, la carte postale d'un nuage au-dessus du mont Fuji. Lorsque je lis ou que j'écris, il me suffit de lever les yeux pour tomber sur elle et m'y arrêter comme si, chaque fois, je la découvrais à nouveau et comme si, chaque fois, bien que ce soit impossible, le nuage avait bougé, se confondant presque avec la fumée d'un fugaku que l'on s'attend un jour ou l'autre à voir à nouveau entrer en éruption. Pourtant, s'il y a bien un endroit où les nuages ne bougent plus, ne peuvent plus bouger, c'est bien à la surface des images photographiques.
Et dans son livre méditatif Nuages, le paysagiste Gilles Clément, embarqué pour une traversée entre Le Havre et Valparaiso, à la seule fin d'observer les nuages depuis l'eau, écrivit « Un arrêt sur image permettrait de s'appesantir, mais ce genre de lecture ne donne jamais la profondeur hors champ des lumières et des sons. Elle laisse entendre que la météo dure, or il s'agit peut-être d'une seule seconde. » Quelques années avant que Kafka note ce qui s'offrait à sa vue, dans un ciel dont il ne décrivit pas la couleur, un météorologue et photographe amateur fit le choix de dévouer tout son temps aux nuages. Ce temps qui, en français, incarne aussi bien celui qu'il fait que celui qui passe, ce temps qui, en japonais, n'a pas moins de 17 occurrences, car yoka, le temps libre, est d'évidence très différent de haraito, un temps fort, qu'il est lui-même de jikan, jisei ou tenki, 3 sortes de temps, tous différents. Ce serait en survolant le lac de Constance en zeppelin qu'Abe Masanao, émerveillé, aurait fait des nuages sa principale obsession. Quelqu'un lui décrivit alors un nuage lenticulaire devenu légende au-dessus de l'Etna, où de manière intermittente, il stagnait avant de disparaître. Ce nuage, dont personne n'expliquait la formation, était appelé depuis des siècles Contessa del Vento, la comtesse des vents. À son retour dans l'archipel, dans un Tokyo presque rayé de la carte par le tremblement de terre de 1923, ce ne sont pas les nuages en général qu'Abe choisit d'observer et d'enregistrer méthodiquement avec les outils optiques les plus performants de son époque, allant parfois jusqu'à les fabriquer lui-même. Les nuages auxquels Abe consacra l'essentiel de son temps du milieu des années 20 au début des années 40 furent très précisément ceux qui, lointains parents de la comtesse des vents, circonvoluaient au-dessus du mont Fuji. Il passa ainsi des heures et des jours entiers à observer les phénomènes se succéder au-dessus du mont Sacré, capturant, tel un chasseur de papillons, la forme des nuages depuis l'observatoire Gotemba, dont les 2 tours permettaient de déclencher simultanément 2 appareils photographiques éloignés. Établi à juste distance du spirituel Fujisan, l'observatoire était à la fois un refuge et un musée, hors sol, un endroit comme nul autre où, de l'aube au crépuscule, étaient répertoriées les formes cotonneuses qui, parfois, descendaient si bas qu'elles rendaient le mont Fuji invisible. Et si Abe mit autant de soin à archiver sur pellicule les typologies de nuages, étudiées avant lui par Aristote, puis classifiées par Lamarck et Howard, c'est qu'il était certes fasciné par l'indolence de leur évolution, aussi incontrôlable que chaque fois réinventée, mais aussi parce qu'il cherchait à saisir, à travers leur forme, ce qui, à l'inverse, n'en a pas, les courants d'air. Abe Masanao utilisa également le cinématographe, et cela semble d'une telle évidence pour celui qui souhaitait montrer à la fois le mouvement et ce que l'œil nu n'est, lui, pas capable d'enregistrer. En filmant, puis en projetant des nuages poussés par des courants d'air parfois contraires, le scientifique aristocrate réactivait la fascinante alchimie de magie et de technique qu'il avait découverte en 1898 lorsqu'enfant, il avait assisté à la première projection cinématographique de l'histoire nippone. Conservé à l'abri des incendies et des regards dans un kura tokyoïte, avec une dizaine de milliers de négatifs, plaques de verre ou tirages, plusieurs kilomètres linéaires de pellicules ont longtemps stagné, enroulées dans des boîtes contenant à elles seules l'entière typologie de nuages depuis longtemps déplacés par les vents. Et s'il était resté à Gotemba,
ce que l'on sait qu'il ne fit pas? Abe Masanao aurait-il mieux que quiconque vu l'ampleur du désastre provoqué par le largage des bombes sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1944, 2 villes presque choisies au hasard tant les nuages étaient épais ces nuits-là et obligèrent les bombardiers à tourner en rond avant de se décider. Aurait-il pu photographier, dans un mélange de stoïcisme et d'hallucination, les formes engendrées par les 2 champignons géants dont aujourd'hui encore on peine à croire qu'ils aient été déclenchés par une main et une conscience humaine? Et les vues aériennes conservées à la Library of Congress, prises une fois le gigantesque nuage éloigné vers d'autres contrées, peinent à laisser croire qu'un quelconque espoir pourrait désormais venir du ciel. Comme si les augures, propres au pareidolie, avaient été réduites à néant pour le reste de l'histoire humaine, comme si les nuages ne pourraient désormais plus rien présager de bon. Deux petites photographies de nuages entourant le mont Fuji ouvrent le film Ascent de l'artiste Fiona Tan. La voix off n'en dit rien, mais le script décrit. Petite et centrée dans l'écran vide, on voit plusieurs images fixes, des photographies du mont Fuji enveloppé de nuages. Chaque image s'arrête un moment, sans aucun son. Les 2 dernières sont plus grandes. L'image se dissout en fondu dans celle de nuages noirs et blancs, remplissant l'écran et se déplaçant lentement à sa surface en un panorama. Ainsi, de leur fixité photographique, les nuages, d'autres nuages encore, jamais décrits dans leur forme spécifique, se mutent en une séquence cinématographique pour nous faire entrer dans un film entièrement constitué d'instantanés, glané à travers l'histoire photographique du Japon. La voix de Mary, une femme à l'accent britannique absorbée par les images qu'elle commente au fur et à mesure qu'elle les extrait d'une boîte, nous fait comprendre que son amant japonais, Hiroshi, a disparu brutalement en 2011. Elle dit « Je l'ai lu dans le journal. Au moins un scientifique a spéculé que le mont Fuji se réveillerait bientôt à cause du tremblement de terre et tsunami Tohoku en 2011. Le Tohoku fut si puissant qu'il déplaça l'île de Honshu, sur laquelle se trouve Tokyo, de 2,4 mètres à l'est. 5 ans déjà. 5 courtes et infinies années. Le feu et l'eau, histoire naturelle de la destruction. La vie dans l'ombre d'un volcan ne tient qu'à un fil. La bulle éclate, le pétale tombe. Ce n'est pas du pied d'un volcan, mais probablement du quartier haut perché de Russian Hill qu'en 1869, le photographe Edward Muybridge captura en stéréoscopie les nuages qui surplombaient le mont Tamalpais, à l'ouest de la baie de San Francisco. A Study of Clouds, une étude de nuages, non sans rappeler celle de John Constable, est un fragile ensemble de vues légèrement passées qui n'indique en rien que Muybridge aurait eu un tropisme particulier pour la météorologie ou la nimbographie, sans non plus spécifier le contraire. L'homme a marqué l'histoire de la photographie pour s'être très tôt intéressé au mouvement des choses et du monde à travers l'appareil photographique. Les nuages ne pouvaient donc pas lui échapper. Dans River of Shadows, Edward Muybridge and the Technological Wild West, interprétation de la vie de cet homme hors norme, d'abord libraire, puis photographe indépendant et assassin de l'amant de sa femme avant de réaliser le plus abondant recueil de sujets fixes en mouvement, l'essayiste et écrivaine américaine Rebecca Solnit précise que Muybridge collectionnait les nuages pour transformer des photographies qui viendraient à en manquer.
Il pouvait ainsi ajouter à un tirage la composition nuageuse de son choix pour agrémenter un paysage initialement photographié contre un ciel sans relief. Une entourloupe impossible à reproduire dans la réalité. Appareils photographiques et nuages ont donc ceci de commun. Ils jouent avec l'ombre et la lumière pour rendre visibles des phénomènes qui, sans eux, échapperaient à la vue. Les nuages agissent tour à tour tels des écrans ou des filtres, réfléchissant ou diffractant ce qu'à travers eux le soleil nous envoie, générant des ombres passantes au sol, sur les toits, les visages, comme s'ils transportaient en eux de quoi obscurcir le monde pour aussitôt se raviser. Quelques 150 ans après le regard de Muybridge, la philosophe, peintre et poétesse Ethel Adnan consigne dans son précieux recueil « Voyage au mont Tamalpais » : « Je suis de nouveau assise à ma fenêtre comme si j'étais au cinéma. L'écran est à des kilomètres de distance. Tamalpais s'y étale. J'assiste à un spectacle de lumière. Les nuages se déplacent d'une façon bizarre. Je les vois à peine. Je perçois le mouvement d'un large faisceau lumineux qui glisse sur les versants, les illuminant. Tout est vert, d'un vert grisâtre ou bleuâtre, et des essaims d'arbres, comme des boules de laine, roulent les uns après les autres. Il y a quelques années, j'ai trouvé dans une librairie parisienne une photographie de nuages vendue 1 €, extraite du projet Yesterday de l'artiste américain David Horowitz. Chaque jour, il envoyait par email au libraire une photographie de nuages prise la veille, où qu'il se trouve. On m'expliqua que je pouvais faire l'acquisition en amont d'un mois entier de nuages, photographiés au cours des semaines suivantes, et au fil des pérégrinations de l'artiste. Je me suis ainsi laissée tenter, curieuse de recevoir des ciels venant d'ailleurs qui me parviendraient en différé, curieuse d'acheter un fragment d'une œuvre qui n'existait pas encore au moment où je l'achetais. Une collection de nuages constituée dans un temps propre aux regards impromptus que l'artiste déciderait de porter vers le ciel au-dessus de Berlin, de Brandenstein, de Venise, de New York, ou de Los Angeles au cours du mois de février 2019. Une fois le mois écoulé, je suis retournée à la librairie pour récupérer la collection mensuelle de nuages. 28 feuillets A4 rangés dans une enveloppe blanche, tirés par ordre chronologique sur une imprimante lambda après avoir voyagé à une vitesse éclair sous l'océan. Empilés sans papier de soie entre eux, ni précision sur leur verticalité ou leur horizontalité, j'ai sorti l'un après l'autre ces ciels un peu à l'étroit entre les bords d'une page standard pour les regarder en plongée, comme s'ils étaient le reflet de ceux qui, au-dessus de Paris à cet instant-là, poursuivaient leur indolente avancée. Et contrairement à Edward Muybridge ou Abe Massanao, David Horowitz n'a pas utilisé l'appareil photographique ni de solution argentique, mais un téléphone, comme pour la plupart muni d'un objectif et dont la connexion Internet permet d'envoyer instantanément à des milliers de destinataires une image sans support, atterrie d'écran à écran. Et dans ce flux continu de photographies, postées sur les réseaux sociaux ou envoyées par email la seconde qui suit, les ciels photographiés aléatoirement le matin, l'après-midi, à la tombée de la nuit, dans des villes d'Europe ou des États-Unis où le soleil ne se couche jamais à la même heure, où la lune apparaît parfois en plein jour, ces nuages imprimés sur des feuilles semblent vivre une vie de papier déconnectée du temps qui passe et de celui qu'il fera, immobilisés dans leur course sans pour autant avoir jamais appartenu à quiconque. C'est peut-être sur cette image d'un ciel photographié à Berlin le 10 février
à 22h37, où l'on peut essayer de deviner en haut à gauche un cumulus, ou peut-être est-il un nimbostratus, avalé par l'obscurité d'une nuit tombée au milieu de l'après-midi, que pourrait toucher à sa fin un cercle de nuages planants. Comme si, réveillés en pleine nuit, nous nous étions levés pour scruter dans l'ombre quelques nuages à la provenance inconnue, qui, en permanence, et quoi que nous y fassions, ne cessent de se fabriquer et de se défaire, condensant poussière et cristaux de sel, pollen et radioactivité, pour les laisser s'échapper quelque part, ailleurs, plus loin. C'est peut-être également avec la voix du moine bouddhiste Thich Nhat Hanh, entendu il y a plusieurs années à la radio, que pourrait se suspendre la lecture de ce texte dit à voix haute pour mieux s'évaporer lui aussi. Quand vous regardez un nuage, vous vous dites « ce nuage existe ». Plus tard, quand ce nuage se transforme en pluie, vous ne voyez plus le nuage et vous vous dites « le nuage n'est plus là » et vous décrivez le nuage comme non existant. Mais si vous regardez bien, vous pouvez voir le nuage dans la pluie. Et c'est comme cela qu'un nuage ne peut pas mourir. Le nuage devient pluie, neige ou glace, mais le nuage ne devient pas rien. Voilà comment la notion de mort ne peut s'appliquer à la réalité. Il y a transformation, il y a continuation. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a mort parce que dans votre esprit, la mort signifie que soudain, de quelque chose, vous devenez rien. Soudain, de quelqu'un, vous devenez personne. Et voilà pourquoi la notion de mort ne s'applique pas à la réalité, pour un nuage ou pour un être humain. Merci. Merci Marceline. Eh bien, c'est la fin de cette conférence, lecture, où on a fait de l'art, de la poésie, de la science, tout mélangé. Y a-t-il quelques questions? Je ne sais pas, est-ce que nous sommes censés vider les lieux rapidement ou pas? C'est un peu mon inquiétude. Donc voilà. Alors, je peux poser une question, madame, mais le problème, c'est qu'on ne vous entendra pas. C'est pas une question. Ça extrêmement intéressant. Non, je n'ai pas d'autre chose à dire. Non, ah bon. Bah alors ça sera pour la prochaine personne. Je trouve ça extrêmement beau parce que les Grecs avaient une approche extrêmement fine du monde, du cosmos, et appelaient le climat les régions du ciel. Je trouve que lorsqu'on regarde le ciel, c'est-à-dire vraiment, quand on le contemple, il y a quelque chose effectivement du ciel qui déroule son paysage, il n'y a pas d'autre mot, ce sont des territoires de ciel, et j'aime beaucoup ce que vous nous avez donné sur Cumulus, enfin, sur ces scientifiques qui ont essayé de nommer, de mettre un mot juste sur ce qu'ils voyaient, mais sans évacuer la poésie de la chose, puisque le ciel fait de la peinture, le ciel fait de la poésie, il le fait, un point c'est tout, et il y a des gens qui arrivent à le voir. Et je vous remercie de votre contribution à ce regard porté sur les portions de ciel. Merci, mesdames. Merci. Oui, merci. Lorsque je me suis inscrite à cette table ronde, d'ailleurs table ronde, c'est pour moi un échange. On doit avoir un échange entre les personnes qui sont présentes et celles
Ils sont assis sur les chaises. J'ai regardé le titre et il m'a semblé justement qu'on ferait peut-être la part belle à la peinture. Tous les arts graphiques. Et là, je reste un petit peu sur ma faim. Je sais que le temps est limité et que donc vous avez fait venir des scientifiques, des photographes qui ont un regard quand même très acéré sur la réalité des nuages, sur les origines, l'invention du nuage. Mais il y a toute une partie qui me paraît un petit peu occultée. Je ne sais pas, on parle des peintres belges, Vermeer notamment, et La jeune fille à la perle. Enfin, ce film est magnifique puisqu'à un moment donné, il y a une complicité qui s'établit entre Vermeer, le peintre, et la servante à partir du moment où elle observe dans le nuage des couleurs autres que celles qui apparaissent directement. Donc, ce qui aurait été intéressant, c'est montrer la réalité du nuage ou l'importance, la signification du nuage, des nuages, dans la culture. Je pense à la culture japonaise, les images du monde flottant, cette superbe exposition qu'on a vue au Grand Palais et qui montre cette transformation dont vous parliez tout à l'heure. Finalement, le vivant ne se traduit que par la transformation dans laquelle il se situe. Voilà, c'est tout cela que j'aurais souhaité peut-être en complément de l'exposition, enfin de cette conférence et table ronde. Merci. Merci beaucoup. En fait, c'est un sujet pas infini, mais protéiforme, énorme. Et c'est vrai qu'il faudrait, je pense, tout un festival sur ce thème. Parce que ça convoque aussi la littérature, dont tu es spécialiste aussi, Anouchka. Ça convoque l'histoire de l'art, mais dans tous les pays. Ça peut convoquer aussi des pratiques autochtones. Il y a plein de choses. Et ce serait... Non, mais c'est vrai, nous, on est très frustrés, rien que par rapport à tout ce qu'on pourrait partager. C'est très court aussi individuellement. Mais par rapport à l'histoire de la peinture, c'est un sujet. Qui disait que, enfin, Cosenz qui a écrit sur la peinture, c'est une histoire du nuage. Pour parler de la peinture, il parlait du nuage en fait. Il a écrit sur le nuage. Donc voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Peut-être sur Goethe, qui était un esprit universel, puisqu'il a écrit également Die Farbenlehre. Non, c'est pas grave. Farbenlehre, c'est quelqu'un de fantastique. Et donc, qu'il se soit intéressé. Oui, c'était à propos de Goethe. De Goethe. Voilà, tout simplement. Un aparté. Un petit commentaire, merci madame. Oui, en effet, Goethe, c'est quelqu'un de considérable et on aurait certainement dû accorder plus de temps. Mais bon, l'idée là, c'était d'insister sur la classification, enfin, dans mon cas, la classification des nuages pour toutes les trois. L'idée, c'était entre art et science. Donc, on voulait mettre l'accent sur l'aspect scientifique et la dénomination des nuages. Et Goethe est un des jalons. Ce qui était intéressant dans le cas de Goethe, c'est que justement, il est vraiment lui comme personnage, comme écrivain, mais pas seulement écrivain. C'est aussi un scientifique, justement, à la frontière de ces deux domaines. C'est vrai je suis passée trop vite. Merci. En vrai, j'ai 3 questions du coup pour vous 3, donc je vais faire très vite. Moi, c'est juste pour savoir du coup l'exposition, si c'est possible de savoir plus sur l'exposition que vous avez préparée sur les nuages et ce que vous avez lu, si c'est un texte qui existe déjà ou si c'est quelque chose d'inédit. Et vous, une question peut-être un peu plus longue. Vous avez dit que en gros, en 1803, c'est un moment où plusieurs personnes à plusieurs endroits du monde et dans plusieurs domaines ont une fascination partagée pour les nuages. Et donc ma question c'est pourquoi, à votre avis, dans cette ère du temps, à ce moment-là, il y a cette fascination. Oui, mais qu'est-ce que ça vient faire? Ah oui. Oui, non, alors je ne dirais pas que 1802, c'est exactement une année où on s'intéresse...
je voulais mettre l'accent sur le moment de la nomination des nuages. C'est ça qui m'importait plus, parce que 1802, c'est aussi la naissance de Victor Hugo. Enfin bon, voilà, je veux dire, on peut dire beaucoup de choses sur 1802. Et c'est une façon de voir, moi, qui me parle effectivement, de faire un plan en coupe sur une année, ça m'intéresse. Et effectivement, j'ai fait un livre sur l'année 1797. Mais là, c'était vraiment spécialement la question de la classification des nuages. Ce qui m'intéressait dans cette année 1802-1803, c'est que on est encore un peu dans le XVIIIe siècle avec le système de Linné, assez fixiste quand même, avec des taxonomies assez rigides, mais qui ont leur efficacité, bien sûr. Et en même temps, il y a cette intuition du temps. Alors, pas tellement temps qui le fait, mais temps qui passe. Et c'est là qu'intervient la question de la classification de Lamarck, qui ne fonctionne plus vraiment. Voilà. Et Luke Howard, lui, il a réussi à arrêter les formes des nuages en les nommant. Lamarck, non. Voilà. C'est ce moment, moi, qui m'intéressait par rapport à la question de la dénomination. Je ne sais pas si j'ai répondu, et je passe le micro. Pendant que tu parlais, je me disais c'est intéressant que ce soit des naturalistes et des botanistes, les deux. Et Howard, il travaillait aussi sur le pollen. Enfin, il a travaillé sur le pollen, qui est aussi assez évanescent, enfin, qui est une poudre. Bon, enfin bref. Moi, c'était quoi votre question sur cette exposition ? Oui, elle a eu lieu à Vancouver, et à la Polygon Gallery. Ça s'appelait Cloud Album. Et il y a un livre qui va paraître aux ateliers EXB, édition Xavier Barral, et à l'automne 2023, qui va s'appeler Nuages, Cloud, dans la version anglaise. Voilà. Très sur la photographie. Et effectivement, j'ai oublié de dire que ce texte a été publié dans les Carnets du paysage, qui est la revue de l'école de paysage de Versailles et Actes Sud. Alors, si je me souviens bien, il en manque une petite partie. Je crois que ce n'est pas le texte en entier, mais je ne me souviens plus quel fragment a été enlevé. Et c'est dans le numéro 37. Merci. C'était pour vous remercier toutes les trois chaleureusement de nous avoir fait voyager comme ça avec les nuages. C'était un très beau moment dans ce château. Merci.